Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler des classes. Plutôt que de commencer par des rappels, on va attaquer par des exercices pour tester vos connaissances. Pour ce premier exercice, indiquez quelles déclarations de classe, donc on considère des classes de plus haut niveau, pas des sous-classes, sont correctes. Je vous laisse quelques secondes pour les regarder. Passons-les en revue. La première déclaration est tout à fait correcte. Pour déclarer une classe, j'utilise le mot-clé classe, suivi du nom de la classe, et ce nom respecte la règle de nommage de tous les éléments en Java. L'option B, elle n'est pas correcte car Java est case sensitive, donc public class avec un C majuscule au niveau de classe, ça ne passe pas la compilation. L'option C, c'est grosso modo l'option A, il n'y a pas de problème. D, ça passe aussi, et pour en être sûr, il faut connaître la règle de nommage des éléments en Java. Les dollars et les underscores sont autorisés, ainsi que les lettres et les chiffres, à condition que le premier caractère ne soit pas un chiffre. Les options E et F ne sont pas correctes, car une classe top level ne peut être ni protected ni private. Elle ne peut être que public ou package private, donc en visibilité par défaut. Passons à une nouvelle question. Indiquer quelle déclaration de classe, donc là je parle de classe top level, pas de sous-classe, pas de inner class, ne sont pas correctes. Les options qui ne sont pas correctes sont les options B et G. B n'est pas correct car la clause extends qui permet de hériter d'une classe doit se situer avant la clause implements qui permet d'indiquer les interfaces que notre classe va implémenter. Nous reviendrons plus tard sur les notions d'héritage et d'interface. L'option G est incorrecte car en Java, on ne peut étendre qu'une seule classe. Nouvelle question maintenant avec ce code. Et parmi les affirmations suivantes que vous trouvez sur la partie droite, lesquelles sont exactes? Nous sommes au niveau d'un fichier Java qui contient deux classes, les classes A1 et A2. La classe A2 étant la classe A1, et elle redéfinit l'unique méthode de A1 qui s'appelle méthode 1. Quand on appelle la méthode 1 de A1, ça affiche A1. Quand on appelle la méthode 1 de A2, ça affiche A2. Enfin, j'ai un main, et dans ce main, je crée une instance de A1, une instance de A2. J'appelle la méthode 1 pour A1, puis pour A2. Ensuite, j'assigne la référence A2 à ma variable A1 et j'appelle la méthode 1 sur A1. Les trois options sont le programme ne compile pas, il affiche A1, A2, A1, ou encore il affiche A1, A2, A2. La bonne réponse, c'est la réponse C. Et on a quand même une petite subtilité dans l'exercice. Les premiers appels aux méthode 1 ne sont pas ambigus. A1.méthode 1 va afficher A1, puis A2.méthode 1 va afficher A2. Donc je sais que le programme va commencer par afficher A1, A2. L'ambiguïté, elle se situe au niveau du dernier appel, le A1.méthode 1. J'ai une référence de type A1, je pourrais donc m'attendre à ce que la méthode appelée soit cette méthode qui affiche A1. Donc j'aurais pu être tenté de répondre la réponse B. Pour autant, la classe A2 hérite de A1, donc un objet de type A2, c'est un objet de type A1. Une référence d'objet de type A2, je peux la mettre dans une variable de type A. C'est ce que j'ai fait ici. Mon objet reste un objet de type A2. Donc quand j'appelle la méthode 1 en dernière ligne de la méthode main, c'est bien la méthode 1 définie pour la classe A2 qui est appelée, et le code affiche A1, A2, A2. En Java, c'est donc le type réel de l'objet qui compte avant tout. Passons à une nouvelle question. On reprend un code très proche du précédent, avec toujours la redéfinition de la méthode 1 de la classe A1, mais cette fois-ci au niveau d'une classe A22, auquel on ajoute également une méthode privée, méthode 2. Cette méthode, elle contient ces deux lignes, qui utilisent les mots-clés Java, this et super. Si maintenant, dans un main, je crée une instance de A22 et que j'appelle la méthode 2, qu'est-ce qui s'affiche? Est-ce que le programme compile déjà? Est-ce qu'il affiche bien A2, A1?
Le programme, il affiche bien A2, A1, et ici on n'a rien de particulier au niveau du code. Le this, ça permet de spécifier de façon explicite qu'on utilise un élément de la classe, tandis que super permet de préciser qu'on souhaite utiliser un élément de la classe parente. Passons à un nouvel exercice. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont exactes? J'ai deux classes, la classe A1 que vous avez ici, et la classe A22 à droite qui étend la classe A1. Deux réponses possibles, est-ce que le programme compile ou est-ce qu'il affiche A1? Les classes A1 et A22 ne se trouvent pas dans le même package. A1 se situe dans mon package et A22 se situe dans un package subpack de mon package. La classe A1 est en visibilité par défaut. Elle n'est pas publique. Et ça signifie qu'elle n'est accessible qu'aux classes de son package. Dans A22.java, je ne peux ni étendre A1, ni l'instancier, ni appeler ses méthodes. Nouvel exercice un peu tordu cette fois. J'ai toujours deux classes dans des packages séparés, une classe A3 qui est publique cette fois, et une classe A22 qui hérite de A3. Dans A22, j'ai une méthode main que je vais exécuter, qui crée un objet de type A22, qui appelle la méthode méthode1 de cet objet, puis qui assigne la référence de l'objet dans une référence de type A3, donc du type parent, et qui enfin appelle la méthode méthode3 sur cette nouvelle variable. Est-ce que le code compile? S'il ne compile pas, est-ce qu'il ne compile pas ligne 6 ou ligne 8? Et s'il compile, est-ce qu'il affiche bien A3, A3? On n'a pas redéfini la méthode méthode1, donc si ce code compile, on sait qu'il affichera 2 fois A3. La classe A3 elle est publique, donc A22 peut hériter de A3 si j'importe la classe. Mais attention, la méthode méthode1, cette fois, est protected. Protected, ça veut dire qu'elle ne va être accessible que dans une classe fille. Donc si je l'appelle depuis une référence de classe fille, c'est le cas de la ligne 6, ou encore si elle est appelée par une classe du même package. On a une erreur de compilation ligne 8, car ligne 8, on essaie d'appeler la méthode méthode1 sur une référence de type A3, qui n'est pas une classe fille, et qui est appelée depuis un autre package. La méthode méthode1 n'est pas accessible ligne 8. Dernière question. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont exactes? Est-ce que mon code compile? Et s'il compile, est-ce qu'il affiche bien ceci? Là encore, j'ai une classe A1, une méthode méthode1, elle affiche A1. J'ai aussi une classe A2 qui est en A1, et dans laquelle je définis une méthode méthode2 qui affiche A2. J'ai ensuite ce main qui crée un objet de type A2, puis qui appelle les méthodes méthode1, méthode2, qui assigne la référence A2 dans une variable de type A1, et qui appelle les méthodes méthode1 et méthode2. On va considérer que mes deux classes se trouvent dans le même package. La bonne réponse, c'est la réponse A. Le code ne compile pas. La référence A2 de type A2 est assignée à la variable A1 de type A1. Le type de variable, il définit les variables et les méthodes accessibles. Si ma variable est de type A1, je ne vois que les méthodes et les attributs qui se trouvent dans A1. Après être passé dans une variable de type A1, mon objet, je le vois en tant que A1. Et la classe A1, elle ne connaît pas la méthode méthode2. Donc la dernière ligne ne compile pas. Je ne peux pas appeler une méthode 2 sur une référence de type A1, car la classe A1 n'a pas de méthode 2. Tout ça, bien qu'en réalité, la référence que j'utilise correspond à un objet que j'ai créé et qui est de type A2. Passons au rappel. La déclaration d'une classe, elle se fait via le mot-clé classe. Une classe, ça a une visibilité. Pour les classes top level, on ne peut avoir que public ou package private. Package private, c'est la visibilité par défaut, également pour les méthodes. Une classe définie dans une classe, qu'on appelle également une inner class ou une sous-classe, ça peut également être protected, statique ou private. La déclaration basique d'une classe, ça va être le mot-clé classe suivi du nom de la classe, et on pourra avoir pour une classe top level, public ou la visibilité par défaut. Une classe peut hériter explicitement d'au plus une classe, donc d'une seule classe, et via le mot-clé extends. Exemple ici. Toutes les classes héritent implicitement de la classe objet. Si je remonte la généalogie d'une classe,
j'atterrirai toujours sur la classe Object. Donc une classe, ça peut implémenter 0 ou plusieurs interfaces, et ça se fait via la clause implement. Exemple ici. Une classe qui hérite d'une autre classe a accès à une partie des éléments de la classe parente. Les mots-clés super et this permettent de spécifier explicitement, avec super, les éléments accessibles de la classe parente, et avec this, les éléments de la classe elle-même. C'est le type de la référence, donc le type de la variable, qui définit les membres accessibles. Avec C extends B et B extends A, et les variables A, B, C, si je crée un objet de type C, donc C, c'est à la fois un B et à la fois un A par héritage, mais que cette référence, je la stocke dans une variable de type B ou d'une variable de type A, je vais être dans la situation où la variable C, elle voit tout, la variable B ne voit que les membres de A et de B, et la variable A, elle ne verra que ses propres membres, ceux qui viennent de la classe A. Alors, nous explorerons plus tard les notions d'héritage, d'interface, toutes ces subtilités-là. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.